c'est Stevenson Jim. Bon, je peux pas tous vous lire, mais en tout cas, je vous dis tous bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Et en plus, je suis sincère quand je dis ça. Donc, on a une avocate qui va venir, qui va nous expliquer différentes choses. On va parler de comment faire quand on a un loyer impayé. On va aussi parler de la procédure d'expulsion, des squatteurs, de plein de choses comme ça, de tous les risques qu'on encourt. Donc voilà. Maître Rachel Nakache est là, donc on y va. Elle est domaine. Donc on va accueillir Maître Nakache. Bonjour Mounia, bonjour Abel, bonjour Joke, bonjour Donna, bonjour qui d'autre, Younes, bonjour, voilà. Bonjour Maître Nakache. Bonjour Lionel, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, c'est très gentil d'être venu nous participer à ce live avec nous. Je sais que vous pensiez que c'était 20h, mais c'était 19h. Je suis désolé, c'est comme ça. Bon, Il n'y a pas de difficulté. Je me suis demandé si c'était pas un problème de changement d'heure, mais voilà, le tout c'est d'être présent. On a changé d'heure? On a changé d'heure. Intéressant. Comme vous voyez que je ne suis pas quelqu'un qui est très très soumis au temps, donc voilà. Non, je rigole parce que j'ai vu un petit message personnel. Maître Nakache, allez-y, présentez-vous. Alors bonjour à tous, je suis avocat depuis pas mal d'années maintenant au barreau de Paris et je suis spécialisée notamment en droit immobilier. Et mon cabinet est hyper spécialisé depuis 35 ans en droit immobilier, c'est-à-dire qu'on fait à la fois des ventes aux enchères au tribunal, mais aussi toutes les procédures d'expulsion locative. Donc, on s'y connaît parfaitement de A à Z. On représente à la fois des particuliers, des SCI, des marchands de biens, mais aussi des assurances garanties loyers impayés, parce que je ne sais pas si vous le savez en tant que propriétaire qui mettez en location votre bien, eh bien, vous avez la possibilité de souscrire une garantie loyer impayé auprès d'une assurance qui, elle, va prendre en charge nos honoraires, en tout ou partie, pour réaliser toute la procédure d'expulsion dès lors que vous avez des impayés avec votre locataire. Et d'ailleurs, vous avez, je vous le dis, petit tips, vous avez 2 ans en fonction des assurances. Généralement, vous avez 2 ans de loyer impayé qui sont pris en charge par votre assurance. Et donc, nous, on a un flot de dossiers comme ça qui nous sont envoyés. Donc, on gère ça tous les jours. Alors, je vais vous poser 2 questions qui n'étaient pas prévues, mais comme vous avez parlé de ça, je vous les pose. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Parce que là, on a une avocate. Alors, mais partagez le live. Là, on est 54, c'est pas normal. Partagez au maximum le live, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seront très intéressés par ce que Maître Nakache va vous dire. Déjà, comment on fait pour participer à des ventes aux enchères? Parce que je sais que ça intéresse les gens, et si vous êtes spécialiste, j'aurai cette question-là. Et après, comme vous dites, on a... J'ai oublié d'autres questions, c'est pas grave. Alors, pour les ventes aux enchères, c'est très simple. Déjà, il faut vous renseigner sur les biens qui vous intéressent. Donc, pour ça, vous allez sur le site Licitor, L-I-C-I-T-O-R, ou alors vous pouvez aussi suivre mon Instagram. Souvent, je mets à jour les faites ventes votre pub, donnez votre Instagram. Hein. Ici, on fait la pub, on n'est pas des... Il faut dire le nom de l'Instagram. Rachel Nakache Avocat et Nakache, N-A-K-A-C-H-E. Et sur le site Licitor, donc L-I-C-I-T-O-R, tout est très bien expliqué. Vous avez toutes les ventes aux enchères qui ont lieu en France. Et ces ventes résultent de plein de causes différentes. Vous avez tout sur mon profil Instagram, tout expliqué, j'ai tout détaillé. Vous pouvez visiter le bien à peu près 1 mois avant la date de vente au tribunal. Et vous devez obligatoirement être représenté par un avocat. Donc, passez par moi. Je vais vous envoyer certains documents à remplir. C'est vraiment pas grand-chose, c'est des petites formalités. Et il vous faut 2 chèques de banque. Un chèque de 10% du montant de la mise à prix, donc ce qui n'est pas énorme. Parfois même, on parle de quelques milliers d'euros. Ça dépend pour qui, ça dépend pour qui, mais ça dépend pour qui. Ah oui, voilà, c'est-à-dire que la mise de départ est quand même inférieure à, par exemple, quand on va acheter un bien en VFA. C'est pas la même chose. Maintenant, je comprends que chacun a un portefeuille différent. Je suis d'accord avec vous, mais là où je veux dire ça, c'est parce que la team 110%, les enchères, ça va être compliqué en fait. Ah, bah effectivement. Mais ouais. En tout cas, pour y participer, vu que c'était la question, il vous faut 10% du montant de la mise à prix. Donc, vous pouvez avoir un appartement dans le 16e arrondissement mis à prix à 150 000 euros. Bon, ça partira pas à 150 000. Mais vous n'avez besoin, finalement,
que de 15 000 euros. Maintenant, on est d'accord, ces 15 000 euros, c'est une somme importante, mais par rapport au bien, pouvoir participer, essayer d'enchérir et de l'avoir, c'est pas beaucoup pour avoir ce droit Non, je d'enchérir. suis d'accord avec vous. Mais Voilà. non, je disais ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir sans mettre d'argent, et ils ont le droit, hein, je peux le comprendre, parce que c'est possible, mais aux enchères, ça ne l'est pas, c'est ça que je voulais dire. Non, ça ne l'est pas. Alors, vous avez la possibilité de participer avec ces fameux 10% du montant de la mise à prix, ce n'est pas donc le montant final auquel va être adjugé le bien. Et ensuite, si vous remportez l'enchère, eh bien là, vous aurez des délais pour pouvoir avoir un crédit, par exemple. Voilà. D'accord. Mais tout ça, on peut le détailler éventuellement un autre jour, parce que je sais que ce Non, n'est non, non, pas la thématique, mais en gros, il vous faut un chèque de 10% et un autre chèque de provision sur les frais à payer, puisqu'après, il y a les impôts, il y a plein de choses aussi à payer, normal, c'est normal en fait, parce que vous devez enregistrer votre bien aux impôts, vous devez faire de la publicité foncière, on s'occupe de tout. Nous, c'est vrai, quand vous venez nous voir, on fait tout de A à Z. Très bien. Vous allez dire le nom de votre cabinet, vous inquiétez pas. Mais tous ceux qui veulent savoir pour les enchères, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne ML Immobilier sur les enchères. N'hésitez pas à aller voir, j'avais repris toute la procédure. Et dernière question avant qu'on passe aux questions, je suis désolé, Maître Nakache, c'était pas prévu, mais je ne veux pas vous prendre au dépourvu. Vous avez parlé de loyer impayé que vous gérez pour les propriétaires qui ne sont pas payés. Vous êtes même avec une assurance de loyer impayé. Plusieurs même, oui. Donc je veux savoir le nombre de loyers impayés que vous gérez à peu près dans votre cabinet. C'est une question qui n'était pas précise. Plusieurs centaines. Parce que moi, j'entends dire qu'il n'y a que 3% de gens qui ne payent pas de loyer impayé. Mais moi, je pense que cette statistique veut dire c'est 3% qui arrivent au bout de la procédure. Mais le nombre de personnes qui ne payent pas le loyer, c'est pas ça. Ah, mais c'est enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment monstrueux. C'est vrai que moi, je ne vois que les gens qui ne payent pas, forcément. Oui, aussi, c'est vrai. Sinon, on n'aurait pas besoin de me saisir. Donc, pour moi, ça représente un nombre important et une partie très importante de mon cabinet. De notre chiffre cabinet. C'est vrai que tous les dossiers où vous avez un impayé arrivent chez nous. Mais ce que je remarque, alors il y a une tendance qui commence à s'inverser, on communique aussi beaucoup dessus, c'est-à-dire qu'avant, les gens pouvaient attendre qu'il y ait un impayé de 6 000 euros, 10 000 euros, enfin, et parce qu'en fait, les gens sont totalement démunis. Peut-être qu'il y a un manque d'informations aussi là-dessus. C'est pour ça que moi, je partage beaucoup d'informations sur le fait qu'il faut agir vite. Au premier impayé, vous pouvez agir. Il faut agir. Moi, je leur dis, il faut agir. Un, vous pouvez, et deux, il faut, parce que ça montre aussi à votre locataire que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous êtes accompagné et que vous êtes prêt à réagir et qu'il vaut mieux pour lui qui paye. Donc, il vaut mieux agir, même quitte à avoir juste une mise en demeure d'avocat au premier impayé et qu'ensuite il règle et vous êtes tranquille. Mais s'il continue de ne pas payer, parce que parfois, il faut aussi se mettre à la place des locataires, parfois la vie fait qu'ils ne peuvent pas assumer, il leur arrive des choses. Bon, c'est des choses de la vie malheureusement. Mais vous, en tant que bailleur, surtout si vous êtes un bailleur privé, que vous avez un crédit derrière et que vous allez vous retrouver en situation très compliquée, eh bien, vous avez tout un panel d'actions possibles qui est très encadré, avec des délais, on va en parler plus tard. Et il faut le faire, il faut agir, il ne faut pas attendre. Donc, on va commencer les questions. Il y a quelqu'un qui a dit il faut le secouer. Alors, je le dis très clairement. Si vous avez un loyer impayé, et je ne vous le dis pas parce que je le pense vraiment, n'utilisez surtout pas la violence physique. Vous savez pas, parce que un loyer impayé peut se terminer en catastrophe. Et j'entends aussi des gens dire oui, il faut leur envoyer des gens. Non, ne faites encore moins ça. Parce que vous ne savez pas si ça commence à se battre, il y a une poussette, l'autre qui tombe, il tombe sur la tête. Vous ne savez pas où ça peut aller. N'utilisez jamais, jamais, jamais la violence ni la menace pour un locataire qui ne paye pas. Je sais que c'est frustrant, mais croyez-moi, ça n'en vaut pas le coup. Et je le dis parce que je le pense sincèrement. Et croyez-moi, mon audience me connaît. Quand j'ai envie de leur dire des choses, je leur dis, mais là, ne faites pas ça. Ça ne vaut pas le coup de gâcher sa vie pour un personnage qui ne paye pas le loyer. On commence les questions. Bon, combien de temps ça prend pour expulser un locataire qui ne paye pas? Justement, parfait. Alors, là, tout dépend. Si vous allez jusqu'au bout d'une procédure en expulsion, d'une expulsion judiciaire, d'accord, vous avez un jugement qui le condamne à payer ses loyers et à l'expulser. Eh bien, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an. Mais c'est pour ça que je vous dis de ne pas attendre, parce que parfois, vous pouvez très bien faire une mise en demeure d'avocat ou envoyer l'huissier de justice, parce que la procédure commence, on le verra peut-être après dans le détail de la procédure, avec un commandement de payer d'un huissier de justice. Vous savez, moi, j'ai souvent des locataires qui m'appellent après avoir reçu mon assignation donc pour le bailleur, quel qu'il soit,
privée, une société, voilà, marchand de biens, peu importe. En fait, en fait, ils sont stressés. Ils sont très stressés quand ils reçoivent un huissier de justice à leur porte. Et là, ils peuvent se dire, bon, allez, il faut absolument que je trouve un moyen, il faut que je règle mon loyer. Et donc, ça fait que finalement, même il y en a qui partent de leur propre chef. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre le bout de la procédure. Généralement, judiciairement, ça peut être entre 6 mois et 1 an, parfois même 1 an et demi, en fonction des tribunaux, s'ils sont engorgés ou pas. Alors, je vais vous dire, si vous êtes à Bobigny, vous en avez pour 2 ans. Maître, vous n'allez pas me contredire. Oui, Bobigny, c'est très long. Mais d'un autre côté, c'est très difficile de schématiser parce que, par exemple, si vous prenez une date d'audience, on ne peut pas assigner dans les. Expliquez-nous la procédure, dites-nous la procédure, parce que c'est une question. Alors voilà, la procédure. Déjà, si vous pouvez faire une petite mise en demeure, c'est bien, par vous-même, par un avocat, des premières impayées, c'est une bonne chose. En RR, conservez bien les RR. Ensuite, il ne paye pas, il continue de ne pas payer, envoyez un huissier de justice. Donc ça se fait par notre intermédiaire. On envoie un huissier de justice avec un commandement de payer qui vise la clause résolutoire, c'est très important, qui est inséré dans votre bail. Ce qui veut dire que le seul fait que votre locataire ne paye pas ses loyers, c'est une méconnaissance de ses obligations locatives. Et de ce seul fait, votre locataire est en tort et voit son bail automatiquement résilié. Et le juge ne fait que constater cette résiliation. Il n'a pas besoin de l'ordonner. Puisque dès lors que vous avez un instant T, le commandement vous est délivré au locataire, il a 2 mois pour régler la dette ou saisir le juge pour contester peut-être votre décompte. Si au bout de 2 mois, il a réglé qu'une partie de la dette, ou il ne l'a pas réglée du tout, là, vous avez le droit d'agir en justice. Et à cette date, le bail est considéré comme résilié. D'accord ? J'ai une petite question, excusez-moi, parce que vous avez dit une mise en demeure. Alors les gens vont me demander, mais une mise en demeure, quand on passe par un cabinet, ça coûte combien ? Alors, ça dépend des cabinets. Nous, ça peut coûter 250 € hors taxe parce que c'est pas très long. C'est même moins que notre taux horaire, d'ailleurs, qui est un petit peu plus élevé. C'est pas très long, une mise en demeure. Dès lors que. Après, ça dépend ce qu'il y a dedans. Si vous voulez reprocher 2 pages de grief, là, on prend plus de temps. Si c'est juste sur un loyer impayé, on parle plutôt sur du 250 € hors taxe. Alors, c'est une question qui n'était pas dans les questions posées, mais est-ce qu'il y a des profils plus difficiles à expulser que d'autres ? Par exemple, des personnes âgées, une femme vulnérable. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus difficiles à expulser ? Totalement. Dès lors qu'il y a des enfants, dès lors qu'il y a une personne en situation de handicap. Les personnes âgées aussi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a une enquête sociale qui est diligentée par la préfecture. D'ailleurs, peut-être si on peut revenir sur la procédure, parce que le commandement allez-y. Et comme ça, je vais vous expliquer. Quand vous avez un commandement, donc on est parti du commandement de payer qui vise la clause résolutoire. Au bout de 2 mois, le locataire ne paye toujours pas ou n'a pas soldé sa dette. Et bien là, vous avez le droit d'agir. Mais vous devez agir dans un délai. Vous ne pouvez pas la signer avant une date d'audience qui est prévue à moins de 2 mois. Donc, il faut encore laisser passer 2 mois. Vous pouvez quand même assigner dans ce délai, mais la date d'audience ne peut pas avoir lieu avant 2 mois. Donc, ce qui veut dire qu'entre la date du commandement et la date de la première audience, vous avez déjà 4-5 mois. D'accord ? C'est pour ça qu'une procédure en expulsion ne peut pas être inférieure à 4-5 mois. Ensuite vient la première audience. À la première audience, soit votre locataire est là à se faire présenter à un avocat ou à demander l'aide juridictionnelle, ils ne sont pas prêts à plaider, ils demandent un renvoi, et c'est là où la procédure s'allonge. Et ils le demandent souvent, on est d'accord ? Souvent, mais moi j'en ai beaucoup qui ne viennent jamais. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est pas magnifique pour les droits de la défense, par contre, et le principe. Voilà. Mais le fait est que quand ils ne viennent pas, pour le bailleur, finalement, c'est la meilleure solution parce que le temps de la procédure aura duré moins de 6 mois. Et après, vous avez un jugement qui ordonne la condamnation au loyer impayé, qui ordonne l'expulsion et que vous pourrez faire exécuter. Et pendant ce temps-là de la procédure, d'ailleurs, au moment où vous assignez votre locataire, vous devez dénoncer votre assignation à la préfecture. Parce qu'il y a un service spécial de la préfecture de chaque département qui s'occupe justement de tous ces dossiers-là où il y a un risque d'expulsion. Donc, si le juge entre en voie de condamnation et d'expulsion de votre locataire, il y a une enquête sociale qui va être menée par les services de la préfecture pour déterminer, quelles sont les personnes locataires. Est-ce que justement, ce sont des personnes
je dirais, sensibles ou peut-être faibles parce qu'elles ont un handicap, parce qu'elles sont sous curatelle, parce qu'elles sont sous tutelle, parce que c'est une femme enceinte, parce qu'il y a des enfants en bas âge. Pour toutes ces raisons-là, il y a cette enquête qui est menée. Donc là, on Et est le d'accord juge que en a connaissance. la femme enceinte, les enfants en bas âge et les personnes Les âgées, personnes âgées, c'est très compliqué. le juge, donc moi, alors je connais un peu l'immobilier, vous imaginez bien. J'ai jamais entendu parler d'un juge qui arrivait à ordonner l'expulsion d'une famille comme ça, à moins de vraiment, vraiment que ce soit super long. J'avais visité un appartement à Levallois, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais c'était super long. Il y avait une dame de 83 ans, elle payait pas pour. Et en plus, elle avait même pas tort, cette dame-là, parce que vraiment, son histoire était triste. Mais aucun juge n'aurait voté l'expulsion d'une femme de 83 ans, on est d'accord? Alors, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, alors, il faut distinguer 2 étapes. Il y a l'étape où vous êtes en procédure judiciaire et il y a un juge qui va ordonner de payer la dette et d'expulser, d'accord? Et Hum. ensuite, il y a la deuxième étape où c'est la préfecture qui doit mandater des policiers pour accompagner l'huissier et expulser. Le fait est que les juges, quand vous avez une dette qui est importante, peu importe la personne que vous avez en face, à moins qu'elle prouve qu'elle a les moyens de payer, même qu'un petit peu, son loyer courant et un petit peu de sa dette locative tous les mois, il peut ordonner un paiement échelonné de la dette. D'accord? Donc, le juge, je veux dire, dès lors que vous avez des loyers impayés, il n'a pas d'autre choix que de Hum. condamner au paiement, même s'il a sorti de délai. Et le fait de ne pas payer, ensuite, c'est la deuxième phase d'exécution. Donc, que ce soit contre une femme enceinte, contre des enfants ou contre une femme âgée, le juge n'aura pas d'autre choix que d'entrer en voie de condamnation. Mais il donnera des délais, d'accord? Votre décision, vous l'envoyez via votre avocat à l'huissier de justice. L'huissier de justice va signifier la décision au locataire et ensuite le locataire devra chaque mois, s'il y a des délais, d'accord, pour ces personnes faibles, s'il y a des délais, et bien chaque mois, elles devront respecter le jugement. Donc, elles devront payer leur loyer courant et elles devront payer peut-être 100 euros ou 200 euros en fonction de ce qu'elles auront apporté comme élément de leur santé financière au juge. Et au premier impayé, le juge aura le droit de les expulser. L'huissier aura le droit de procéder à l'expulsion. Mais là, vous avez le service de la préfecture qui va dire attention, on ne va pas vous envoyer les policiers. Donc, c'est eux, en fait, c'est au niveau de la préfecture qui vont ralentir l'expulsion de ces personnes-là parce qu'ils vont essayer de leur trouver une solution de relogement. Ce qui est plutôt simple. Il y a des gens qui ont des questions. Mettez vos questions dans la boîte à questions. On va y répondre s'il y a quelques questions de la fin. Et alors, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez vu déjà ce cas-là dans votre carrière, des gens qui font toutes les procédures dans les règles, ils arrivent au moment où la dette est super grosse, je ne sais pas, 10 000 euros de 30 000 loyer impayé. euros. Ah oui, on Combien? arrive même à 30 000. Hein. Oui, Voilà. oui. 30 000 euros de loyer impayé, et le locataire, il trouve un accord et il commence à payer 100 balles. Ça arrive des fois? Attendez, parce que là, il y a une étape, vous parlez à un moment donné, il y a le locataire, il y a un accord, c'est-à-dire le En fait, juge a ordonné des délais. le juge a ordonné que les gens commencent à payer avec une sorte de petit échéancier, mais l'échéancier est vraiment tout petit, parce que les gens ont prouvé qu'ils avaient très peu de moyens. Donc, Alors, parce que là, il faut se mettre à la place du propriétaire qui a 30 000 euros de loyer impayé et qui se retrouve à toucher des petits chèques de 100 euros. Ça arrive, ça? oui et non. C'est-à-dire que alors, c'est possible, sauf que quand vous avez une dette de 30 000 euros, sachant que le locataire, au maximum, si le juge l'ordonne, peut ordonner un remboursement de la dette locative en 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'accord? Donc, c'est à l'appréciation du juge, mais le fait est que le juge, dès lors qu'il y a 30 000 euros de dette, et qu'en face, il va interroger le locataire s'il se présente, et il va lui demander quelle est votre situation financière. Soit il lui dit, il y a plusieurs cas de figure, il lui dit, bah, écoutez, je peux payer peut-être 300 euros par mois, ce qui est quand même un peu mieux pour une dette de 30 000 par exemple. Oui, Le déjà. juge va donner des délais, peut-être 2 ans ou 3 ans, et le dernier mois, le juge va faire ses calculs, et le dernier mois à l'expiration du délai, et là, il y aura tout le solde qui devrait être payé au bailleur. Maintenant, est-ce que au bout de 7 années, 2 années, 3 années de délai de paiement, le locataire va vraiment tout payer? Je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on demande toujours la déchéance du terme au juge, c'est-à-dire on dit toujours, on s'oppose sur le principe à toute demande de délai du locataire, mais si par extraordinaire, le juge devait accorder des délais au locataire, on demande la déchéance du terme. Il ne paye pas son loyer courant, il ne paye pas une seule échéance, hop, expulsion. D'accord.
Vous comprenez? Et Et donc, excusez-moi, donc du coup, pour une dette aussi grosse, s'il n'y a pas la capacité financière derrière qui est apportée au juge avec des feuilles d'impôt, des choses comme ça, eh bien, il leur donnera pas de délai, il leur donnera l'expulsion tout de suite. mais les gens peuvent faire appel aussi. Alors, c'est en fonction, il peut y avoir appel, tout dépend. Mais souvent, il n'y a pas d'appel et c'est plutôt les locataires qui vont devant le juge de l'exécution. Et là, en fait, ils demandent des délais. Donc, vous pouvez avoir la situation où vous avez un locataire qui est condamné à payer ses loyers sans aucun délai. L'huissier va lui signifier la décision. Il va même d'ailleurs essayer de saisir ses comptes. Parce que c'est ça l'avantage d'aller en procédure rapidement. C'est qu'une fois que vous avez le jugement, l'huissier, il peut aller saisir les comptes de votre locataire. Il peut aller Ah même oui, faire ça des c'est bien. saisies Il sur fallait le salaire. dire, madame. Fallait le dire, maître. Voilà, il peut faire des saisies sur salaire. Donc, il faut aller en justice. Il faut faire la procédure. Il y aura des saisies sur salaire, il y aura des saisies sur les comptes. Et il peut faire ces saisies autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la dette soit soldée. D'accord? L'huissier de justice, c'est vraiment un métier. Il faudra qu'on fasse un live avec un huissier de justice parce que c'est le métier qui a. Bon, c'est pas le plus populaire de France, mais bon, ils sont quand même utiles. Non, mais on a besoin d'eux. Ah bah oui, non, mais vous savez, c'est comme les policiers. Hein, quand ils mettent une amende, on n'a pas besoin d'eux, mais quand on a un problème, on a besoin d'eux. C'est comme tout. Hein. Voilà. Mm. Alors j'ai encore quelques questions, mais celle-là, je pense que vous l'avez. Vous avez déjà vu des petits propriétaires, parce qu'on va pas parler de Bouygues ou de Vinci ou de grandes foncières, mais de petits propriétaires que vous avez vus, excusez-moi du terme, qui se mettent vraiment dans la merde à cause d'un locataire qui ne paye pas. C'est quelque chose qui arrive ou pas du tout? Parce qu'ils ont le crédit, ils n'ont pas de. Ça arrive? Alors, oui, j'en ai même qui étaient en appartement de fonction et qui avaient acheté leur appartement à côté, justement pour leur retraite. Et qui en plus, voilà, le crédit a été remboursé tous les mois par les loyers, donc tant mieux. Et puis un jour, ben, ils ont arrêté de payer et là, c'était compliqué parce qu'ils se sont vraiment retrouvés à la rue. Et bon, ils ont reloué quelque chose, mais voilà, entre le loyer impayé et relouer autre chose à côté, on le sait tous, c'est très très compliqué. Donc ils payent le crédit sur l'appartement qu'ils Ils étaient payent le crédit propriétaires sur l'appartement et plus un la loyer location dans impayé. laquelle ils ont été vivre. Voilà. Parce Donc, que c'est très le compliqué. locataire ne payait pas et ne quittait pas l'appartement en plus. Voilà. Alors, je n'ai pas eu des cas comme on a vu récemment dans la presse, voilà, des cas extrêmes comme ça. Personnellement, j'en ai pas eu. Mais ça existe, oui, bien sûr que ça existe. Bah, justement, là, j'ai une question qui était dans les questions prévues. Que risque-t-on à expulser nous-mêmes notre locataire? Alors, Ça, je expulser pense que vous l'avez vous-même. déjà vu. Hein. Alors oui, expulser vous-même, ça revient à vous faire justice vous-même. C'est interdit par la loi. On est dans un état de droit, vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que vous disiez d'ailleurs au début, vous ne le recommandiez pas. Et moi, je vous le recommande pas non plus. Votre risque, vous en avez. C'est-à-dire que d'abord, le risque, donc je ne sais pas, vous allez enlever la porte, vous allez changer la serrure le jour où un locataire n'est pas là, il ne peut plus rentrer chez lui. D'abord, vous aurez sûrement une plainte pénale de votre locataire contre vous. C'est une violation. C'est quoi le motif de la plainte? C'est une violation de domicile. Ah, si je change la serrure, c'est une violation de domicile? Ah bah oui. C'est-à-dire que même si vous êtes propriétaire de l'appartement, vous avez un contrat qui vous lie à votre locataire. Il en a la jouissance, votre locataire. Et donc, dès lors que vous, même si vous en êtes propriétaire, vous voulez entrer dans l'appartement, eh bien, dès lors qu'il n'a pas donné son accord, et vous voyez, par exemple, si vous voulez vendre votre appartement, vous lui donnez un congé et vous voulez organiser les visites. Vous ne pouvez pas comme ça rentrer la clé dans la serrure et aller chez le locataire quand vous voulez pour faire visiter l'appartement. Heureusement. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Quand bien même il ne paierait pas son loyer, vous n'avez pas le droit de mettre la clé dans la serrure, d'aller enlever la porte, de changer la serrure, de le mettre dehors manu militari. C'est interdit par la loi. C'est une violation de son domicile. Parce que c'est son domicile, parce qu'il a un bail qui dit que c'est son domicile. Ça, c'est 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Redites-le, parce qu'ils ont la tête dure, les miens. 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Voilà. Donc, je vous déconseille. Et surtout, moi, j'ai des cas, par contre, vous avez expulsé manu militari votre locataire. Votre locataire fait une demande en justice pour être réintégré. Mais attendez, alors, parce que moi, je ne suis pas avocat, mais on l'a expulsé manu militari. Ok. Mais est-ce que le juge va chercher la cause de cette expulsion ou pas du tout? Oui.
Mais s'il voit que c'est parce qu'il n'a pas payé le juge, ça peut être une circonstance atténuante ou pas? Mais pas du tout. Vous n'avez pas le droit de le sortir sans le concours de la force publique, Vous sans comprenez une pourquoi j'ai aide de pas. l'État. Alors j'espère que tous les gens qui me suivent, vous comprenez pourquoi je veux pas de locataire? Parce qu'un locataire, je dis pas que c'est pas bien de faire fructifier tout ça, de faire du patrimoine, mais c'est des problèmes de tête. Le mec il paye pas, je suis là, je le regarde. Moi, en plus, le pire, c'est que j'ai déjà eu ce cas-là, mais bon, voilà, c'était dans une autre vie il y a quelques années. Mais le pire, c'est quand vous passez devant l'appartement que la personne ne loue pas et vous voyez qu'elle fait une petite soirée qu'elle ne paye pas et elle fait une petite soirée entre amis. Ça reste là, maître. Je vous promets, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Alors, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je conseille toujours de souscrire une assurance garantie loyer impayé. Mais vous savez, Puisque vous avez 2 ans, en fonction des assurances, généralement, vous avez 2 ans de loyer. Votre locataire ne paye pas. Vous déclarez votre sinistre à votre assurance. Votre assurance va vous payer le loyer impayé pendant 2 ans. Et même les dégradations immobilières, jusqu'à un certain montant, une fois qu'il sera parti, qu'il sera expulsé. vous savez, moi, j'ai appris l'immobilier par la dureté, mais vraiment par la dureté. Et j'avais cette situation-là, le seul locataire que j'ai eu, et c'est pour ça que j'en veux plus, j'avais souscrit une assurance loyer impayée auprès d'une agence. L'agent immobilier, raclure parmi les raclures, il prenait l'argent de l'assurance loyer impayée, mais il ne l'avait jamais souscrit. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que moi, ça, c'est plus rare. Moi, j'ai jamais eu de cas comme ça encore. Vous n'avez vraiment pas eu de chance. Bizarrement, c'était pas loin du tribunal de Bobigny, ces affaires-là. Mais bon, c'est un département bien particulier. On va pas refaire l'histoire. Donc, on risque 3 ans de prison et 30 000 euros d'amende à expulser nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et en plus, il va se rapprocher d'un avocat et son avocat demandera sa réintégration au tribunal. Il obtiendra. Moi, j'ai eu le cas l'année dernière. Un client qui a fait ça. Il a changé la serrure. Loyer impayé, on était sur du 20 000 euros à peu près. Il change la serrure, son locataire ne peut plus rentrer chez lui. Et surtout, c'est qu'avant ça, quand il rentre chez le locataire en son absence, il fait des photos de l'état de l'appartement, donc saleté, bazar, tout ça. Voilà, ça n'allait pas du tout. Ça a joué contre lui, les photos, parce que ça prouve qu'il est rentré. Il est trop bête. Oui, non, mais surtout, il découvre une arme. Il découvre une arme à feu. Le locataire n'était pas un policier, hein, d'accord? Qu'on s'entende bien. Donc, pas de port d'armes. Enfin, voilà, on n'est pas aux États-Unis où tout le monde a le droit d'avoir un. On a compris, mais. Voilà, vous avez compris. Il découvre une arme à feu qu'il prend en photo. Son locataire demande sa réintégration. Il obtient sa réintégration au tribunal. Moi, je suis intervenue après, du coup, pour l'expulser. C'est-à-dire, du coup, moi, j'ai repris une procédure normale en loyer impayé et expulsion. Mais son locataire a obtenu sa réintégration, malgré tout ça. Comme quoi, hein. Faites attention à qui vous louez. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Lionel, en gros, tu t'es fait arnaquer. Non, parce que la personne a quand même quitté le logement très rapidement, sans utiliser ni la force ni les menaces, et c'est un avocat qui m'expliquait comment faire. Mais je ne dirai pas ça sur un live sur Instagram. Ouais, je ne pense pas que vous puissiez. Non, je ne peux pas. On les connaît. Non, mais ce n'est pas le sujet du live, maître. Ce n'est pas le sujet. Mais aucune violence. Risques et périls. Aucune violence, pas de violation de domicile, pas de menace. Total, j'ai jamais fait ça. Donc voilà ce qu'on risque. En plus, le mec, il a été réintégré. Bon, c'est magnifique. Alors, on a une question. On va essayer de les poser dans l'ordre. Non, celle-là, elle va intéresser les gens. Je la pose un peu avant, mais c'était pas prévu que je la pose maintenant, mais elle va intéresser les gens. Quels sont mes recours contre une femme qui se prostitue dans l'appartement que je lui loue? Alors, ça, effectivement, c'est une question qui revient souvent. Je pensais pas. Mais oui, alors, quels sont vos recours? Déjà, vis-à-vis de la personne qui se prostitue, juridiquement, hein, j'entends, des termes juridiques, le fait qu'elle se prostitue dans l'appartement que vous lui louez, ça veut dire qu'elle a un usage de son appartement qui est contraire aux bonnes mœurs, ce que l'on peut comprendre, et qui crée aussi des troubles de voisinage. D'accord? Ça, c'est dans le code de procédure pénale. Le problème, c'est si vous êtes au courant et que vous ne faites rien, bien évidemment, vous n'allez pas participer à ce système pour éviter d'être dans le délit de proxénétisme, mais vous devez agir dès lors que vous êtes au courant.
Encore une fois, vous ne vous faites pas justice à vous-même. Excusez-moi, mais Et je sais que je vous coupe beaucoup, excusez-moi, mais ça veut dire que si je le sais et je ne fais rien, je peux être complice de ça? alors, j'ai envie de vous dire non, parce qu'il faut quand même des preuves en pénal, il faut quand même des preuves matérielles de votre complicité et que vous avez participé. Hmm. Mais c'est quand même mieux eh bien, d'agir tout de suite. Donc, il faut que vous alliez porter plainte. Ça, c'est obligatoire. Vous allez porter plainte au commissariat. Vous faites un constat d'huissier aussi, pourquoi pas, pour aller constater, en fait, parce qu'à un moment donné, que vous alliez voir les policiers et leur dire, voilà, ma locataire, j'ai appris qu'elle se prostituait, ils vont dire, ok, elles sont où vos preuves? Parce que maître, moi je suis d'accord avec vous et j'aime bien le fait que vous soyez une avocate et que vous nous disiez ça parce que vous respectez la loi. Mais moi, je vous promets, des fois vous allez dans un commissariat de police pour porter plainte pour quelque chose comme ça, les policiers vous écoutent même pas, ils disent bon bah ça vous cause pas de problème à vous et paye son loyer, ils prennent pas la plainte des fois, hein, vous le savez. Hein. Non, alors, oui, alors, c'est pour ça que je vous disais, peut-être j'aurais dû commencer par ça, je vous disais, il faut aller voir les officiers de police judiciaire avec des preuves. D'accord? Il faut la matérialité des faits. Donc, pour ça, vous faites quoi? Vous appelez un huissier de justice et vous allez voir les voisins et vous leur demandez des attestations de témoins. Ça, il y a des modèles sur Google, il y a des modèles CERFA, et ils vous font un petit mail ou des choses comme ça. Et vous faites un petit dossier, même que 2-3 attestations de témoins, et vous faites venir un huissier qui constate effectivement l'activité, ou en tout cas interroge la gardienne, interroge les voisins, et vous avez tout ça dans un document officiel, quel constat d'huissier ou les attestations de témoins. Vous allez voir les policiers, vous dites voilà, on m'a informé, j'ai telle preuve que ma locataire se prostitue, je veux porter plainte. Ils vont prendre votre plainte. Mais avec votre plainte, de toute façon, on espère qu'ils vont agir. Mais Mais on espère. Hein. De toute façon, pour mettre dehors quelqu'un, il faut une décision de justice. D'accord? Et d'autant plus quand elle est une locataire, même si elle se prostitue. D'accord? Donc, vous avez besoin de la plainte pour en fait constituer votre dossier, pour qu'on puisse, on puisse faire la procédure judiciaire en expulsion. Alors, l'avantage, c'est vrai que comme c'est de la prostitution, on peut aller en référé. Donc, c'est censé être plus rapide qu'une procédure au fond. D'ailleurs, c'est pareil pour le trafic de drogue, hein, c'est le même process. Et donc, on va aller en procédure judiciaire, on va l'assigner en résiliation judiciaire de son bail. Donc, qu'elle paye ou qu'elle ne paye pas son loyer, peu importe, elle se prostitue, c'est illégal. En général, les prostituées payent. Hein. Je vous dis tout de suite, ce sont des très bonnes locataires. Elles veulent pas de problème. Mais vous le savez Voilà. En plus, Mais c'est pas vous que je l'apprends. C'est pour ça qu'on n'a pas le même mécanisme où avant, je vous disais, quand vous avez un impayé, vous délivrez d'abord un commandement de payer qui vise la clause résolutoire. Là, vous avez besoin, où je vous disais, la résolution, la résiliation du bail se fait automatiquement. Alors que là, pas du tout. Là, vous avez besoin qu'un juge ordonne la résiliation de votre bail. Parce que dedans, il y a une prostituée et qu'elle a un usage non conforme et contraire aux bonnes mœurs de l'appartement. Alors, excusez-moi, j'ai une question qui n'était pas prévue encore, mais j'y pense et moi j'oublie beaucoup. Par rapport à la trêve hivernale qui va commencer dans 1 mois et demi, 2 mois, je pense. Oui. La trêve hivernale, que les gens comprennent bien. Oui. C'est de novembre à mars. C'est le mois prochain. Donc là, c'est demain. Demain. Le demain, mardi. Mardi, en plus il fait beau, mais c'est comme... Voilà, disons que vous pouvez expulser jusqu'au 31 octobre et à partir du 1er avril. Donc ça veut dire que c'est de la trêve hivernale. Si là, par exemple, le juge a décidé que ma locataire qui ne payait pas devait être mon locataire, parce que les femmes ne sont pas plus mauvais payeurs que les hommes, donc je vais dire mon locataire. Les hommes sont mauvais payeurs. Que les femmes. Hein. Alors, moi, je vais vous dire une chose, parce que tout le monde dit que je suis misogyne, mais je m'en fous, je le vis très bien. J'ai remarqué que c'est vrai, les femmes sont de meilleurs payeurs que les hommes, et encore plus en matière de pension alimentaire. Mais ce n'est pas le sujet du live. C'est autre chose. Oui. Mais non, mais je le dis parce que je les aime bien, les femmes, même si elles ne le rendent pas, mais je les aime beaucoup. Donc, je disais par rapport à la trêve hivernale. La trêve hivernale. Voilà. Le juge a rendu la décision de justice et tout. Mon locataire doit être expulsé. Et doit être expulsé dans 2 semaines, par exemple. Comme c'est la trêve hivernale, bien sûr, il ne sera pas expulsé. Non. Donc, ça me renvoie jusqu'à mars. Donc, je me tape encore à peu près... Avril. Donc, jusqu'à avril. C'est jusqu'à fin mars. Donc, ça commence en avril où les procédures recommencent. Donc, j'ai 6 mois de plus d'impayés.
Oui, tout à fait. D'accord, c'était juste pour qu'on sache. Oui, oui, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je Mais ne suis pas là pour contester la loi. alors, il y a autre chose aussi, je pense, qui serait intéressant pour les personnes qui nous regardent. Allez-y. Donc, je vous ai parlé de l'intérêt d'avoir une décision de justice, euh, l'intérêt d'avoir une assurance garantie loyer impayé. Mais il y a quelque chose, une procédure qui est alors connue des avocats spécialisés, mais qui est peu connue par les bailleurs. Lorsque vous avez la décision qui condamne le locataire au paiement, qui ordonne son expulsion, qu'il y ait délai de paiement ou pas de délai de paiement, je veux dire, à un moment donné, il va fauter, il ne va pas payer, d'accord? Là, il peut être expulsé. Si vous n'avez pas le concours de la force publique, parce qu'au-delà de la trêve hivernale, vous pouvez aussi avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, sans qu'il se passe rien, alors que vous avez un jugement qui ordonne son expulsion, parce que la préfecture n'enverra pas les policiers accompagner l'huissier pour aller expulser votre locataire. D'accord? Pendant toute cette période, alors, vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas prendre possession de votre bien. Votre locataire qui sera devenu occupant sans droit ni titre sera toujours dedans et paiera toujours pas. Sauf que vous voulez les assassiner, là, mes abonnés, maître. Non, non, justement, ce que je vous dis, c'est que, sauf que, vous avez ce qu'on appelle un recours gracieux. Et là, on fait une procédure, c'est pas très compliqué non plus. On demande, nous, avocats, à la préfecture, on fait un recours en fait un recours contre l'État. On écrit à la préfecture et c'est l'État qui va payer vos loyers jusqu'à ce qu'ils envoient les policiers. Donc l'un dans l'autre, tout ça pour vous dire que financièrement, à un moment donné, vous allez retrouver votre argent. Que ça vienne de l'État, que ça vienne de la saisie sur rémunération de votre locataire, que ça vienne de la saisie de ses comptes, vous allez être remboursé. Maître, je suis d'accord avec vous, mais on récupère que l'argent. Mais vous savez que quand on a des locataires qui ne payent pas, il y a un stress, il y a une mauvaise ambiance dans votre foyer, ça devient pesant. Et quand bien même on récupère l'argent, mais des fois on récupère l'argent 3-4 ans après, hein, pendant ces 3-4 ans, on n'est pas bien forcément. Donc même si on récupère l'argent... Alors, c'est évident. Alors, par contre, il y a un point, c'est je suis désolée, c'est un peu pessimiste, mais vous ne récupérez pas l'argent s'il finit par partir juste après le jugement et qu'il y a 10 000 euros de loyer impayé, mais qu'il est parti. Ah, là, non, c'est-à-dire qu'il est condamné à 10 000, il part, il ne paye pas. Non, c'est pas ça, c'est que je me suis mal exprimée. Ah oui, vous avez un jugement qui le condamne. On lui signifie le jugement parce qu'il n'est pas venu à l'audience ou il est venu, mais bon, on lui signifie le jugement qu'il condamne. Il prend peur, il part de l'appartement à la cloche de bois, vous le découvrez, bon, très bien. Vous récupérez votre appartement. L'huissier peut mettre en œuvre toutes les mesures de saisie. Donc, il peut saisir ses comptes, saisir rémunération, tout ça. Mais peut-être que pendant quelques temps, il n'y aura pas d'argent sur ses comptes parce qu'il se sera organisé. Donc, effectivement, là, ce n'est pas l'État qui va payer votre loyer. Parce que là, il n'y avait pas besoin du concours de la force publique. Vous n'avez pas besoin des policiers vu qu'il est parti de son propre chef. D'accord? Et tout de suite après le jugement. Si c'est plus tard, là, c'est autre chose. Là, l'État pourra prendre en charge votre loyer. Mais tout ça pour vous dire que c'est pour ça que les huissiers interrogent, ils relancent en fait, ils interrogent le fichier FICOBA, donc tous les comptes du locataire qui sont enregistrés à la Banque de France. Et peut-être 6 mois plus tard, il y aura une grosse rentrée d'argent et ça va vous rembourser ou peut-être pas. Voilà, on ne sait jamais ce qu'il y a sur le compte des locataires. Très bien. Les locataires, j'espère que vous écoutez, hein, parce que ça peut vous servir si vous avez des intentions qui sont les vôtres. Voilà. Maître, alors on va parler un peu du squat. Alors, que peut-on faire quand on a un bien squatté? Parce que le squat, c'est un peu différent, je crois. Alors, le squat, c'est différent. Déjà, on n'applique pas la trêve hivernale, vu qu'on en parlait avant. On n'applique pas la trêve hivernale. Il n'y a pas besoin de la respecter dans le cadre d'un squat. Ça, je ne savais pas. Voilà, s'il doit y avoir expulsion, peu importe qu'il y ait trêve hivernale ou pas. Après, encore une fois, c'est du ressort de la préfecture. Donc après, il y a aussi un volet politique. Vous ne pouvez pas dire, mais moi, je m'en fous. Je vais vous le dire. Bon, en fait, si vous êtes dans un département... plutôt, moi, je vais le dire, maître. Hein, vous n'êtes pas... Je tiens à dire que maître Nakache n'a rien à voir dans tout ça. Si c'est plutôt LFI, vous êtes dans la merde pour l'expulsion. C'est un peu ça. La France insoumise, pour l'expulsion, vous allez attendre. Vous allez attendre très longtemps. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment un certain parti politique très à gauche. Mais si ça leur arrive, bizarrement, ils vont moins l'aimer. Parce qu'ils vont comprendre qu'ils ne payent pas vraiment. Par contre, si c'est plus légèrement plus à droite qu'LFI,
même bien de les Républicains, par exemple. L'autre extrême. Pas forcément l'autre extrême, hein, je veux dire, à partir du Oui, centre. bon, vous avez deux couleurs, voilà. Non, à Vous partir avez des le centre et... Non, mais il y a LFI, à partir de Macron, que Macron, on ne peut pas dire que ce soit un homme d'extrême droite, à partir de Macron, ils vont plutôt faire en sorte que ça paye. D'accord. À moins que Macron soit d'extrême droite, mais je pense pas. Donc voilà, choisissez bien votre préfecture où vous voulez faire votre locatif, parce que sinon, et le maître Nakache, comme je dis, elle ne peut pas le dire, mais croyez-moi qu'il y a des départements où vous allez attendre longtemps. Mais vraiment longtemps. Et vous le savez mieux que moi, maître. Ça peut être long. Et vous savez de quel département on parle. Mais je ne le dirai pas ici. Vous êtes en région parisienne? Oui, tout à fait. Donc vous savez très bien le principal duquel on parle et l'autre qui est pas mal non plus dans ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui a trouvé qu'on avait dit ça avec élégance. Vous avez vu, on n'est pas mauvais. Ouais, c'est très bien. Donc alors, il n'y a pas de... Pour le squat, il n'y a pas de trêve hivernale. Continuez. Il n'y a pas de trêve hivernale. Déjà, il faut distinguer, parce que j'ai l'impression qu'il y a une confusion aussi. Il y a une certaine confusion. Un squatter, c'est pas un locataire à qui vous avez donné un congé qui s'est maintenu dans l'appartement. Ce n'est pas un squatter. D'accord? C'est un occupant sans droit ni titre, mais ce n'est pas un squatter. Quand on parle de squat, c'est qu'il y a eu une effraction. Donc, on a cassé la fenêtre, on a forcé la serrure pour entrer dans le domicile d'autrui et s'y installer. C'est ça le squat, d'accord? À aucun moment, il y a eu un rapport de droit, il y a un contrat de bail qui a été conclu avec le squatter. Il y a vraiment une effraction. Donc, vous avez une violation finalement de votre domicile. Il y a cette entrée par effraction et une occupation sans droit ni titre. Lui, il risque, le squatter, plusieurs années de prison et entre 15 000 et 30 000 euros d'amende. C'est-à-dire que le fait d'être entré par effraction, c'est 1 an de prison, 15 000 euros d'amende. Le fait de continuer d'occuper ce logement-là, sans aucun droit, sans titre, eh bien, c'est aussi des sanctions pénales. Mais ça ne vous autorise pas, encore une fois, à vous faire justice à vous-même. Parce que là, ça va se retourner contre vous. Si vous faites justice à vous-même, on revient aux autres sanctions que j'avais évoquées avant. 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Pour vous. Voilà, le mec qui rentre chez vous par effraction, vous risquez la prison. C'est la loi. Lui aussi, mais vous aussi. Si vous essayez de l'expulser, vous aussi, vous risquez la prison et vous risquez une amende pénale. Alors, la procédure à suivre. On entend beaucoup cette histoire du délai de 48 heures. Il faut agir dans les 48 heures, sinon, c'est pas possible. Alors, ça, c'est vrai. Oui. Le fait est qu'il faut effectivement distinguer plusieurs choses, mais les 48 heures, généralement, c'est un délai qui est reconnu en justice, donc c'est plutôt un délai jurisprudentiel, mais ce n'est pas un délai qui est inscrit dans la loi, et en fonction des juges, ça peut être 28 heures, ça peut être 36 heures, ça peut être 72 heures, ça peut même être 4 jours en fonction des juges où vous situez, qui reconnaissent le caractère flagrant du délit qui est d'une personne qui est entrée chez vous par effraction. Puisque votre but, quand vous constatez que vous avez un squatter, on vous dit tout de suite, oui, il faut aller voir les policiers, déposer plainte dans les 48 heures. Sinon, c'est plus possible. Mais la réalité, c'est que comment vous déterminez les 48 heures, c'est très compliqué. Et les 48 heures, ce n'est pas un dispositif légal. C'est une interprétation, jurisprudentielle. Bon, la jurisprudence a une valeur aussi normative, mais en l'occurrence, tout ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Mais c'est très confus pour les gens. C'est bien que vous soyez venus pour dire ces choses-là. Pour moi, c'est très confus. Il n'y a pas de délai légal en tant que tel qui dit vous avez 48 heures pour dénoncer votre squatter, sinon vous ne pouvez plus rien faire. Ça, c'est une histoire de journaliste. C'est dans les émissions de squat qui racontent ces conneries-là. Maintenant, effectivement, agissez le plus rapidement possible. Agissez dès que vous pouvez. D'accord Il y a, c'était, je crois, la loi ASAP en 2020, 7 décembre 2020, qui a créé une procédure administrative accélérée d'évacuation forcée. Donc, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et pour ça, vous devez suivre un certain schéma, ce qui n'est pas très compliqué. Vous portez plainte pour violation de votre domicile. Ça vaut que pour votre résidence principale, hein, d'accord? Oui, je tiens à dire que si votre résidence secondaire est squattée, vous êtes dans la merde. Je vous le dis, il y a une question sur ça. Non, pas du tout. Mais c'est juste une autre procédure. C'est peut-être un peu plus long. Voilà. Oui, c'est un peu plus long. Donc, c'est ce que je dis. Hein. En tout cas, si c'est votre résidence principale, vous partez en vacances, vous revenez, il y a un squat.
Bon, c'est votre résidence principale. Vous allez porter plainte avec des documents qui prouvent que c'est bien votre domicile. Donc, je vous conseille quand même d'avoir toujours le scan de votre titre de propriété, de vos factures d'électricité, des choses comme ça. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est quand même assez facile. Vous faites constater l'occupation illicite par un huissier de justice, toujours, c'est important. Et de là, il faut faire une demande au préfet qui, en fait, vous lui demandez de mettre en demeure les squatteurs de quitter les lieux. Attends, excusez-moi, maître, excusez-moi, je veux dire deux choses. S'il vous plaît, les gens qui posent des questions comme PYLD, mettez-les dans la boîte à questions, on va les poser après. Et maître, je vous interromps, je me permets, désolé. Mais quand vous dites ça, vous parlez d'un point de vue juridique. Nous, on est des vrais gens. Les gens de mon audience, on est des vrais gens. Vous rentrez de vacances, vous allez voir le préfet et tout. Mais quand on rentre de vacances, on veut poser nos valises chez nous. On va où en attendant de saisir le préfet, tout ça? On vit où? Vous allez chez des amis, c'est très compliqué. Il faut Ah oui, système je D. dis. Ça, Parce que c'est quand on système vous D. écoute parler, et c'est pas contre vous, hein, je respecte beaucoup votre travail, attention. Je veux dire, quand on vous écoute parler, on se dit, oui, donc c'est ça la procédure. Mais en attendant, je vais où? Je rentre de vacances, Ah j'ai oui, mes valises, j'ai mes enfants qui crient, je peux oui, pas mais rentrer chez moi moi, je il y a un suis mec. pas, mais moi je suis pas chez vous. Oui, non, je Moi sais que je c'est pas suis vous la pas, victime, attention, voilà, attention, non, non. mais moi je suis pas chez vous et je peux pas vous accompagner pour trouver des solutions Non, pour je sais bien, vous reloger. c'est pas votre métier, Voilà, mais moi je suis sur la partie juridique. Donc, allez-y, allez-y. Désolé, je me suis emporté, j'ai l'habitude. non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, vous êtes désemparés, oui, c'est un choc, oui, vous aviez juste envie de rentrer et de les sortir, clairement. Si j'étais à la place d'un bailleur qui voyait son appartement, d'un propriétaire qui voyait son appartement squatté, système D, trouvez une solution, faites-vous reloger, et de là, faites venir tout de suite un huissier de justice. D'accord, c'est pas compliqué, vous allez sur internet, vous en trouvez, vous connaissez un avocat, il vous met en relation, il fait ce qu'il faut. Voilà. L'huissier de justice, il se dépêche rapidement, il vient constater l'occupation illicite, vous allez au commissariat, vous portez plainte et vous demandez au préfet de mettre en demeure les squatteurs afin qu'ils quittent les lieux. 48 heures après la réception de votre demande au préfet, le préfet doit rendre sa décision. Soit il fait droit à la demande, soit il ne fait pas droit à la demande. Et là, dites-moi aussi. Femme enceinte, enfant. Département aussi, parce que le préfet. Voilà, vous voyez. Bah oui. S'il fait droit à la demande, généralement, il faut quand même droit à la demande. Enfin, je sais pas, parce que c'est quand même une procédure récente, mais en tout cas, on espère qu'ils feront droit à la demande. Dans ce cas-là, les squatteurs doivent partir dans un délai de 24 heures. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez 72 heures, d'accord, qui s'écoulent. Oui, Ils ne partent pas. Plus les 24 heures de 48 départ. Plus 24. Ils ne partent pas. Et bien là, le préfet doit ordonner l'évacuation forcée par les officiers de police judiciaire. Qu'il y ait trêve hivernale ou pas trêve hivernale. On en revient au département. Pour l'évacuation forcée, bah oui, vous savez très bien. En tout cas, la loi est ce qu'elle est, elle existe. Non, mais déjà, la loi existe. Maintenant, la question est de la merci à nos dirigeants de faire une loi pour pouvoir récupérer notre maison. On va les remercier maintenant qu'il y ait une loi qui existe. Je veux bien, mais heureusement que la loi existe quand même. Oui, non, mais parfois, vous savez, vous avez des vides juridiques. Avant, la procédure n'était pas aussi accélérée que ça. Non, et d'ailleurs, la deuxième partie qui est le squat d'un lieu qui n'est pas votre résidence principale, c'est votre résidence secondaire, c'est un terrain, voyez, c'est une maison de vacances, une maison de vacances, un local commercial, c'est voilà autre chose qu'une résidence principale, un parking. Eh bien, là, vous devez passer. Là, il faut faire une requête. C'est rapide, les requêtes. Enfin, pour nous, on entend c'est rapide. Vous faites une requête devant le juge pour qu'il y ait un huissier qui soit mandaté, qui, sur autorisation du juge, va se rendre sur les lieux et relever les identités des personnes qui sont là. Et une fois que vous avez les identités, parce que pour pouvoir agir contre et demander leur expulsion, vu qu'ils sont occupants sans droit ni titre, il faut que vous ayez leur identité. Parce que quand on délivre une assignation, voilà. On assigne qui? On assigne qui? Voilà, c'est vous, monsieur, madame, assigner telle personne. Mais c'est qui? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un huissier de justice qui aille relever les identités. Et c'est souvent la guerre, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont des gens qui donnent leur identité facilement. Non, mais il en faut au moins un. C'est-à-dire qu'il en faut au moins un. Après, de toute façon, dans le dispositif, donc, quand on écrit l'assignation, on inclut tous les occupants sans droit ni titre. Mais il faut au moins une personne. D'accord. Et ça se trouve, si vous permettez, moi j'avais eu le cas de parking d'un local commercial très grand, occupé par des Roms qui s'étaient installés là, avant les beaux jours. Parce qu'après, ils descendaient, chaque année, ils faisaient la même chose. Après, ils descendaient dans le sud de la France, au beau jour.
Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez des voitures, eh bien, vous avez Les plaques. les plaques. Et avec les plaques, on retrouve les noms. Bon petit tips, rien à dire. Voilà. Euh, alors, c'est une question qu'on m'a posée, je ne sais pas si c'est une question réelle ou c'est de la rumeur, mais par exemple, j'ai ma maison de vacances qui est squattée par des squatteurs. La procédure dure un peu. Je décide, est-ce que c'est vrai que je n'ai pas le droit de leur couper l'eau, par exemple? Ah, c'est interdit. En France, c'est interdit. J'ai pas le droit de leur couper l'eau et l'électricité. Ah non. Donc, qui paye la facture? Alors, ça justement, il y a eu un cas là, vous allez avoir peur. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas de résidence secondaire, donc j'ai pas peur. Non, non, non. Alors, en France, c'est une interdiction légale. Vous n'avez pas le droit de couper l'eau à qui que ce soit. Excusez-moi, maître, je vous coupe. Je sais que je suis insupportable, mais Dites-moi. j'ai pas le droit de couper l'eau à mon squatter qui vient consommer mon eau. Mais la Lyonnaise des eaux, par exemple, si je paye pas ma facture dans mon appartement, elle a le droit de me couper l'eau, elle? Non, normalement, non. Elle n'a même pas le droit non plus de réduire le débit d'eau. Parce qu'en fait, vous avez, ça fait partie, en 2010, c'était les Nations Unies qui a reconnu le droit de l'homme à l'eau potable et à l'assainissement. Et donc, quand vous ne payez pas votre facture, que ce soit, en fait, quand vous êtes que ce soit vous ne payez pas votre facture, ou votre locataire ne paye pas votre facture, vous avez des squatteurs qui consomment de l'eau, forcément, il n'y a pas de facture qui est payée, et que vous avez effectivement votre distributeur d'eau qui vient vous voir pour dire vous ne payez pas, votre locataire ne paye pas, enfin, voilà, il y a une grosse facture d'eau qui n'est pas, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas payée. En fait, le fait c'est que vous, en tant que propriétaire, que vous ayez un locataire, que ce soit vous qui soyez à l'origine de cette facture impayée, eh bien, c'est vous qui êtes censé payer la facture. Oh, d'accord. Voilà. Mais il n'y aura pas de coupure d'eau. C'est-à-dire que même le distributeur d'eau, même si vous le dites, il y a un squat, le locataire ne paye pas, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra même pas diminuer le débit d'eau. D'accord. Donc, j'ai un squatteur, il ne paye pas, il consomme, c'est moi qui paye. Moi, parce que les Nations Unies, l'ont dit. Attends, je veux dire, là, on est vraiment dans le top du top de la loi. S'ils l'ont dit, bon, ben voilà, ils ont raison. Oui. Alors, après, on peut aussi, vous pouvez aussi négocier avec votre distributeur, par exemple, sur des délais, un report, des choses comme ça. Et puis vous, surtout, il faut... Ah, parce que vous êtes sérieuse? Vous pensez vraiment que les gens vont payer la facture alors que les gens sont squattés? Non, ce que je vous dis, c'est que justement, là, c'est pour ça qu'on entre en voie amiable avec le distributeur, pour lui expliquer la situation. Vous lui montrez que, justement, avec cette facture-là, eh bien, vous pouvez aussi, dans le cadre de la procédure, s'il y a une procédure qui est en cours, par exemple, eh bien, vous rajoutez la facture et vous demandez la condamnation du squatter au paiement de la facture. Après, est-ce qu'il a des comptes et des choses comme ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il est créditeur? Quelque part, à voir. C'est compliqué. Non, mais c'est compliqué. Non, mais je suis d'accord avec vous, maître. Le squat, ça doit être quelque chose... moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut jamais se faire justice soi-même. Même là, il n'y a pas longtemps, le jeune homme qui a retrouvé le mec qui a abusé de sa fille, qui a fait justice lui-même, c'était dans les médias. Et moi, je dis toujours, ne faites jamais justice vous-même, quand bien même c'est naturel de vouloir le faire. Parce que voilà, ça peut être pire et il n'y a rien à gagner à le faire. Donc, je suis totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas le faire. Après, je peux comprendre que des fois, les gens, ils pètent un plomb. Hein. C'est humain aussi. C'est humain. Alors, je crois qu'on a tout fait. Alors, on va prendre les 5 questions qu'on a là et puis on va finir. On n'avait pas le changement de syndic. Ah oui, oui. Bon, je ne sais pas si ça intéresse. Si. Mon syndic, façon... comment faire pour changer de syndic, disons-le, parce qu'il y a des syndics qui sont très chers. Donc, de toute façon, c'est assez simple. Tout dépend si vous êtes en fin de mandat ou en cours de mandat. Si vous êtes en fin de mandat, et ben, de toute façon, c'est assez facile. Vous pouvez, soit le conseil syndical, soit même un copropriétaire, avoir l'initiative de proposer un autre syndic, qui là doit faire un projet un peu de contrat de syndic pour votre copropriété. Et il faut surtout que ce soit inscrit en tant que résolution à l'ordre du jour de votre AG annuel. Là, je parle du syndic qui est en fin de mandat. Donc là, c'est facile, il faut la majorité absolue des voix. Si vous n'avez pas la majorité absolue, mais qu'il y en a quand même un des syndics parmi les 3 qui ont été présélectionnés, vous faites un deuxième vote à la majorité simple et puis voilà, c'est assez facile.
Si c'est un changement de syndic pendant le mandat, là, attention, il faut vraiment que vous ayez des fautes graves du syndic. Des fautes de gestion, des non-exécutions des Donc on ne décisions peut pas virer son syndic comme prémanagées. ça. On ne peut pas le faire comme ça. Et il faut aussi que ce soit voté en Assemblée générale. Ok. Donc Voilà. voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment, mais je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler en tant que vous êtes avocate spécialisée. Parce que beaucoup de gens ont très peur en ce moment parce que les factures de gaz risquent d'exploser et ils veulent changer de syndic parce que par exemple ils n'ont pas de compteur individuel ou ceci, cela. Et moi j'ai eu l'expérience il y a quelques semaines d'une dame qui se demandait comment elle allait pouvoir faire. Parce que les syndics en plus ils le mettent. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de syndics qui ont expliqué à leurs copropriétaires que leurs charges vont considérablement augmenter pour ceux qui ont des chauffages au gaz collectif, parce que le gaz va être beaucoup plus cher. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si vous en avez entendu parler, mais ça existe. Hein. Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion de me pencher sur la question pour des copropriétés, mais oui, c'est possible et vous pouvez pas, changer de syndic pour ça, alors que, c'est, Un on autre est tout le syndic vous monde fera dans payer le, autant. Hein. voilà. Après, maintenant, effectivement, il faut choisir le bon contrat, mais le fait est que tout ça est venu à cause de, voilà, il y a différentes causes à l'origine de cette augmentation et c'est pas de la faute du syndic. Mais c'est bien d'avoir des copropriétaires qui sont avocats en droit de l'immobilier, je pense. Hein. Vous avoir comme voisine, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. C'est ce que je pense. Parce que franchement, des fois, les gens sont un peu démunis face à ces questions-là. Donc, on va faire les questions qui ont été posées pendant le live. Est-ce que vous avez déjà eu un propriétaire qui s'est fait justice lui-même et qui a été condamné? Ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Alors, j'en ai eu un qui s'en est très bien sorti, mais on n'a pas eu le temps d'aller en judiciaire parce qu'il se fait justice lui-même et l'autre n'a pas agi. Tant mieux. Donc, on était en procédure et puis en cours, il en a eu marre et puis il a fait ce qu'il voulait faire et le locataire est parti. J'ai eu l'autre dont je vous parlais avec la présence d'une arme dans le logement. Lui, il a été condamné à une réintégration, mais il n'a pas été condamné sur le volet pénal. Voilà, parce qu'après, quand vous avez une plainte de votre locataire parce que vous avez changé la serrure et qu'il ne peut plus accéder, après, la plainte pénale, elle peut être... Mais comment le locataire il peut prouver que c'est moi qui ai changé la serrure? Parce que moi, devant un juge, je dis, c'est pas moi, monsieur le juge, c'est lui qui l'a fait. Oui, alors ça c'est vrai, mais il y a qui d'autre? Parce que pour pouvoir changer une serrure, il faut quand même à un moment donné avoir des documents. Il faut être propriétaire ou locataire. Mais moi, j'ai déjà fait pas le droit de changer. Moi, j'ai déjà. Vous n'avez pas le droit de changer des serrures. D'accord, mais moi, bon, comme je perds souvent mes papiers, ça m'est déjà arrivé, mais tu peux dire au juge, monsieur le juge, ce n'est pas moi, alors qui d'autre? Ça peut être lui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même avant ça, même avant d'aller devant un juge pénal, il faut quand même que la plainte, elle soit instruite et qu'elle soit suivie. Ouais. Donc ça dépend du... voilà. Donc voilà, moi, c'est vrai que je fais pas beaucoup de pénal. J'ai pas eu de cas de propriétaire qui s'est retrouvé au pénal pour ça, mais encore une fois, je ne fais pas beaucoup de pénal. Voilà. Donc je ne saurais pas vous dire si vraiment il y a une proportion grande ou pas de gens qui sont justice à eux-mêmes et qui se retrouvent devant le juge pénal. Alors, juge civil, oui, avec réintégration, ça oui. Donc voilà, bon, en plus je pense que la réintégration c'est le pire pour le mec qui l'a viré lui-même et qu'on lui force à réintégrer, je pense qu'il n'y a pas de... Oui. Alors, petit tips. Ah, allez-y. Il y a une jurisprudence qui est sortie, je crois que c'était décembre 2019, en tout cas fin 2019, de la Cour de cassation. Et il y avait un propriétaire qui s'est fait justice à lui-même. Et en fait, à côté, il a reloué. Ah, mais oui, ça se passe comment là? Il a reloué son appartement. Et donc, dans l'appartement, en fait, son locataire ne pouvait plus accéder. Donc, lui, il s'est organisé son propre système D pour avoir un logement. Et le propriétaire a mis de nouveaux locataires. Ouais, comme... Et bien là, puis il a mis sa nièce et tout comme ça, c'est facile à faire rentrer. Je ne sais pas, en tout cas, il y a un contrat de bail en bonne et due forme des personnes qui occupent le bien, et donc vous avez l'opposabilité de ce contrat au tiers. Ce qui veut dire que même si votre ancien locataire a le droit d'être réintégré et que ça aurait dû être ordonné par la juridiction,
Dès lors que vous, en tant que propriétaire, vous prouvez qu'il y a de nouveaux occupants et qu'ils ont un bail en bonne et due forme, la réintégration n'est pas possible. En revanche, vous pouvez être condamné à des dommages et intérêts envers votre locataire que vous avez expulsé manu militari. Après, les gens me Mais demandent pourquoi je vous ne fais pas de avez de nouveaux locatif. locataires, on espère qu'ils payent, et l'ancien locataire ne peut plus accéder au logement. Je pense que la plupart des gens qui ont regardé ce live-là, ils vont dire, vous savez quoi, les locataires, vous allez aller en HLM parce que moi, je vais vendre. C'est mon avis, hein, parce que ça donne pas envie, mais bon. Alors, j'ai une question, maître. Alors, c'est quelqu'un qui, en plus, que j'apprécie, qui dit, squat égale pas de bail. Ni droit, ni titre. Donc, ce n'est pas légalement sa résidence. Alors, si je rentre et je change les serrures, je n'ai pas violé le domicile. Ah oui, si on fait le changement de serrure pour un squatter, comment ça se passe? Si, vous risquez les mêmes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça Ouais, se retourne en fait contre vous. donc le squatter, il n'a pas de droit, mais t'as pas le droit Il de n'a violer pas son le domicile droit. quand même. Voilà, exactement. On est d'accord, on marche sur la tête. Oui, non, mais je pense que, maître, je sais que vous ne pouvez pas vous mouiller par rapport à votre métier, mais je sais très bien que vous avez du bon sens. Hein. Pouvez-vous nous expliquer le prix? Non, ça ne peut pas là maintenant. Avez-vous déjà eu le cas où la GLI refuse de payer les impayés du squatter pendant la procédure d'expulsion? Non, en fait, c'est pour ça qu'il faut agir vite parce que la garantie de loyer impayé, elle dure un certain temps. Donc, normalement, elle dure le temps d'une procédure. Donc, si pendant. C'est pour ça que, normalement, c'est elle qui prend les choses en main. Donc, dès que vous avez le premier un loyer impayé, vous allez faire votre déclaration de sinistre. Et là, toute la machine s'enclenche. Donc, vous faites la déclaration de sinistre, eux, ils prennent le dossier, ils vérifient que tout est bien en ordre vis-à-vis du contrat. Donc, est-ce que votre agence a fait le travail ou est-ce que vous avez bien souscrit? C'est tout, ça c'est du contractuel. Généralement, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est très exceptionnel s'il peut y avoir une difficulté. Et quand bien même votre agence n'aurait pas fait le travail, bon, alors là, oui, les loyers ne seront pas payés, mais les honoraires d'avocat seront pris en charge par votre agence qui sera fautive. En tout cas, votre garantie de loyer impayé, quand tout se passe bien, eh bien, prend en charge vos loyers sur la période contractuelle qui a été définie. Il y a un délai de carence ou pas? Ah, ça, je ne sais pas. Ça dépend vraiment des contrats. Moi, je ne suis pas dans les contrats d'assurance. Ça, vous voyez avec eux. Chaque assurance a sa politique commerciale, j'en sais rien. Mais le fait est que nous, on reçoit le dossier. Alors, généralement, ils saisissent l'huissier pour lancer le commandement de payer. Donc, tout de suite, hop, commandement de payer qui vise la clause résolutoire. 2 mois après, l'assurance vous demande où en est le décompte. Est-ce que la dette, elle est soldée ou pas? Elle n'est pas soldée. Moi, le lendemain, j'ai le dossier sur mon bureau. Et la semaine qui suit, j'ai à signer. Parfait. Donc, je pense que le live était très complet. On a fait 1 heure et 3 minutes. Vous avez été parfait, maître. Je vais vous demander juste une chose, c'est de redonner votre Instagram parce qu'il y a des gens qui voudront peut-être vous contacter et le nom de votre cabinet. Donc, c'est le moment publicité. Allez-y. Oui, déjà, merci à vous de m'avoir invité. J'espère que ça vous a intéressé. Ne soyez pas découragés, surtout parce qu'il y a tous les moyens légaux et il faut encore une fois aller voir les bons avocats qui agissent vite comme nous. Nous, c'est le cabinet Nakache, N-A-K-A-C-H-E, Descoings, D-E-S-C-I-N-S, donc Nakache Descoings. Et mon Instagram, c'est Rachel Nakache, avocat, tout simplement. Alors, merci maître. Vous allez sûrement avoir besoin d'un avocat, donc n'hésitez pas à ajouter maître Nakache et ajoutez-la, hein, parce que c'est pas le jour où vous avez des problèmes. Ajoutez-la, suivez-la. J'ai vu son Instagram parce qu'elle postait beaucoup de petits posts très intéressants sur l'immobilier, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter. Merci beaucoup, maître. Et pour tous les gens qui me demandent, le concours pour les 10 000 euros que j'offre est encore actif, donc n'hésitez pas à souscrire à une de nos formations. Et c'est peut-être à vous que je vais offrir les 10 000 euros le 23 décembre, si vous êtes sage. Donc j'espère que cela vous aura plu. Maître Nakache, c'était un plaisir, vraiment. J'espère que vous n'êtes pas trop embêté. Merci, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, mes abonnés, vous êtes les meilleurs. Les autres sont nuls. Donc on est les meilleurs entre nous, comme d'habitude, le dimanche. Et puis bientôt, je sais pas, je crois que je vais arrêter les lives comme ça. On va plutôt faire des lives privés avec plus d'interaction avec les invités. Vous allez pouvoir leur poser directement les questions. Un peu comme des masterclass, un peu comme des webinaires. Sauf qu'il n'y a pas que moi qui vais interagir. Il y aura moi avec l'invité et vous aussi. Donc ça va être un truc un peu plus costaud qu'on va essayer de faire. Si mon geek règle tous ces problèmes-là, on va vous le faire. Donc je vous dis merci à tous, passez un bon dimanche et à la prochaine fois.